Toutes les au pairs qu'on avait reçues avant moi s'en allaient en moins de 15 jours. Moi, j'ai failli partir la première nuit. Je me souviens encore de la gare de Nice, du soleil qui frappait des quais comme une promesse, et du passeport brésilien dans ma poche qui chauffait sous la paume. J'avais 22 ans, des économies modestes, et l'idée qu'un an à l'étranger allait me rendre indépendante, me donner une langue nouvelle et des histoires à raconter à ma mère. À Rio, mes amis m'avaient regardé partir avec les yeux mi-inquiets, mi-envieux. « Tu vas voir la mer » m'avait dit ma tante en riant, comme si la Méditerranée pouvait tout arranger. La villa où j'ai atterri ne mentait pas sur son statut. Une façade en pierre claire, des volets bleu-gris, un jardin où des citronniers croulaient sous le fruit. À l'entrée, une petite plaque indiquait le nom de la famille. À l'intérieur, chaque chose tenait sa place, comme dans un album bien rangé. Les tapis étaient tirés, les cadres alignés. La cuisine sentait le savon doux et la brioche. Le salon portait pourtant une sorte d'ordre qui n'était pas chaleureux, mais performant. C'était beau et froid. Le père était un homme grand, net, qui déplaçait l'air autour de lui sans le toucher vraiment. Il s'appelait Laurent. Il avait des costumes bien taillés, une montre qui luisait parfois plus que son sourire. La mère, Jeanne, travaillait à Paris, 10 jours sur 15, m'avait-on dit. Les absences de Jeanne étaient une constante. Sa vie professionnelle était un horizon qui revenait sans cesse, comme la marée. Et puis il y avait le bébé, Lucas, 6 mois, une boule tranquille qui dormait souvent dans ses bras et pleurait parfois d'une plainte aiguë qui m'atteignait comme une piqûre. On m'avait donné une chambre au rez-de-chaussée, petite, fenêtre sur le jardin. Le lit n'était pas grand, mais j'avais une armoire. On m'avait expliqué les règles, la maison est comme ceci, le rythme du petit est ceci, vous travaillez ceci. Les documents officiels ressemblaient à un bricolage administratif, une fiche d'accueil, un tableau d'horaire griffonné à la main. On m'avait dit que plusieurs filles étaient passées avant moi. Elles avaient eu du mal. C'était une manière polie de me prévenir. Polie et glacée. Avant d'aller plus loin, si vous ne connaissez pas exactement ce qu'est un statut d'au pair en France, et je vous l'explique vite car cela a compté pour moi, ce n'est pas un contrat de travail salarié classique. C'est un échange culturel. Vous êtes logé, nourri et vous recevez une petite allocation pour garder et accompagner un enfant en contrepartie d'un certain nombre d'heures de garde et de participation aux tâches familiales. En pratique, cela veut dire des semaines de travail qui varient selon les familles, des attentes parfois floues et beaucoup de dépendance à l'hospitalité des parents. C'est écrit comme un rêve d'échange et parfois vécu comme une clause silencieuse qui peut enfermer. Je garde ces explications courtes parce que la loi se trouve dans des guides officiels, mais pour ma survie quotidienne, c'était important de savoir où se situait la ligne entre l'entraide attendue et l'exploitation déguisée. Le premier jour, j'ai essayé d'être parfaite. J'ai parlé doucement au bébé, j'ai appris à faire les tétés au biberon sans renverser, j'ai observé comment Jeanne pliait les langes avec une précision presque religieuse. J'ai noté les heures des siestes, les petites manies. La musique de la maison était une sélection de classiques que personne ne parlait. Laurent m'a expliqué, d'un ton neutre, l'emploi du temps. « Vous êtes ici pour aider », m'a-t-il dit en anglais hésitant, « mais il y a des règles. » Ces règles n'étaient pas écrites seulement sur le papier, elles étaient suspendues dans l'air, palpables comme une pression. Très vite, j'ai vu comment se formait la hiérarchie silencieuse. Les invitations du dimanche ne m'étaient jamais offertes, les brunchs organisés pour des partenaires et des collègues étaient dits privés. Les petites tâches supplémentaires, arroser une plante rare, surveiller une livraison, étaient comme des tests dissimulés. Les commentaires, eux, glissaient parfois sans être méchants. « Tu viens d'où en fait ?» ou « Tu comprends bien pour ton français, non ?» Des phrases banales, mais posées avec un regard qui mesurait la distance linguistique et sociale. J'ai appris à répondre avec sourire, à remercier, à dire « obrigada » quand le cœur me le demandait. Mais au bout de quelques jours, le sourire pèse. Il demande de l'énergie qu'on ne me rend pas. Les précédentes au pairs, on m'en a raconté quelques histoires à voix basse, avaient des trajectoires différentes. L'une avait disparu au bout de 3 jours sans prévenir. Une autre avait tenu 10 jours puis s'était trouvé un autre travail. Certaines pleuraient en silence dans la salle de bain. La rumeur de leur départ flottait comme une preuve, mais pas une preuve de faute, un simple constat. Elles ne sont pas faites pour ce rythme, m'a-t-on dit une fois, comme si le rythme était la seule cause possible. Et moi, qui avais soif d'apprendre, j'étais à la fois curieuse et sur mes gardes. Pourquoi partait-elle si vite? Quelle frontière invisible séparait ce qui était supportable et ce qui ne l'était plus? Les petites choses du quotidien s'additionnaient.
D'abord, il y avait le sommeil morcelé. On m'attendait pour les réveils du matin, pour les plannings imprévus, pour les rendez-vous de dernière minute chez le pédiatre. Les heures de présence semblaient s'équirer sans mention explicite de compensation. Ensuite, il y avait la surveillance sociale. On m'avait offert un accès Internet, mais j'ai vite remarqué que certains moments, la connexion semblait moins prioritaire. Parfois, le téléphone familial était référencé comme l'outil à utiliser, et mon téléphone personnel n'était pas considéré avec la même importance. Ce sont des détails, je sais, mais les détails font parfois la tempête. Je me donnais des règles internes pour survivre. Le matin, je prenais 10 minutes pour marcher sur la promenade des Anglais, sentir l'air salé, penser à Rio. Je parlais à ma mère tous les dimanches, je lui racontais mes petites victoires françaises. « J'ai fait le marché, maman, j'ai trouvé des tomates qui sentent !» Elle riait, rassurée peut-être plus par ma voix que par mes récits. La saudade se mélangeait à la mer, parfois je pleurais sans savoir vraiment pourquoi, et puis le soleil séchait mes larmes. Un mercredi après-midi, j'ai fait une erreur qui m'a marqué. J'ai préparé un biberon un peu plus chaud que la consigne. Laurent est venu dans la cuisine, a goûté d'un air professionnel et m'a dit, sans colère mais avec froideur, « Attention, ce n'est pas comme au Brésil. Ici, on suit des protocoles. » Je me suis excusé, j'ai noté la température sur une feuille, j'ai redoublé d'attention. Ce qui m'a heurté n'était pas la correction, mais la manière. C'était comme si l'erreur venait de mon identité autant que de mon geste. Mon sang s'est glacé pendant une seconde. J'ai bâti ensuite mon comportement sur la peur d'être pointé comme celle qui ne sait pas. Parmi les autres employés, il y avait une femme, plus âgée, avec des mains fortes, et un nom qu'on disait toujours par la suite, comme une respectueuse habitude, Martha. Martha ne parlait pas beaucoup, elle avait une voix douce, parfois absente. Les autres domestiques la regardaient avec une politesse mêlée de distance. Elle avait des pauses de cigarettes sur le balcon derrière la cuisine, et quand elle riait avec ses amis, ses dents montraient une joie simple qu'aucune des élégances de la maison ne pouvait acheter. Martha était là depuis des années. On sentait autour d'elle une histoire qui n'était pas racontée. Les rumeurs disaient qu'elle venait d'un village dans le sud, qu'elle avait 2 enfants adultes ailleurs, qu'elle savait comment tenir un bébé d'une façon que les livres médicaux n'expliquaient pas. Je l'observais en silence, curieuse et reconnaissante de sa présence. Je raconte ces détails parce qu'ils comptent. Les petites rigidités forment un tissu qui peut tenir une maison, mais qui peut aussi la rendre glissante pour ceux qui ne portent pas les codes de la famille. Pour moi, chaque micro-agression était une piqûre. On me parlait en me rappelant ma place, on me donnait des consignes comme si je n'étais pas une personne, mais un poste à occuper. Et en même temps, je suis brésilienne, et j'ai apporté avec moi une manière de faire qui n'est pas mauvaise, elle est différente. J'ai préparé du riz à la façon dont ma mère me l'avait appris, j'ai chanté des refrains pour endormir Lucas, sans prétendre que ma manière soit meilleure. Martha était là depuis des années. On sentait autour d'elle une histoire qui n'était pas racontée. Les rumeurs disaient qu'elle venait d'un village dans le sud, qu'elle avait 2 enfants adultes ailleurs, qu'elle savait comment tenir un bébé d'une façon que les livres médicaux n'expliquaient pas. Je l'observais en silence, curieuse et reconnaissante de sa présence. Je raconte ces détails parce qu'ils comptent. Les petites rigidités forment un tissu qui peut tenir une maison, mais qui peut aussi la rendre glissante pour ceux qui ne portent pas les codes de la famille. Pour moi, chaque micro-agression était une piqûre. On me parlait en me rappelant ma place. On me donnait des consignes comme si je n'étais pas une personne, mais un poste à occuper. Et en même temps, je suis brésilienne, et j'ai apporté avec moi une manière de faire qui n'est pas mauvaise, elle est différente. J'ai préparé du riz à la façon dont ma mère me l'avait appris, j'ai chanté des refrains pour endormir Lucas, sans prétendre que ma manière soit meilleure. La friction venait de la non-reconnaissance. Les premiers amis que je me suis faits à Nice n'étaient pas des Français de la ville, mais d'autres jeunes travailleurs et étudiants. À la laverie, à la bibliothèque, j'écoutais des histoires de colocations serrées et de nuits passées à étudier. Ces conversations me rappelaient que le monde était plus grand que la villa. Elles me donnaient de la force. Pourtant, la maison me rappelait à elle, comme un aimant. On m'a confié des tâches qui me rattachaient au plus intime, donner le bain, changer les couches, apprendre les menus de biberon. Ces tâches me rapprochaient du bébé d'une manière que je n'avais pas anticipée. Je me suis surprise à connaître l'odeur du cuir de son siège auto, l'angle où ses cheveux repoussaient. Le travail de care est un métier du regard et de la patience. On vous le rend rarement à hauteur d'âme. Une semaine après mon arrivée, il y a eu une scène qui m'a laissé troublé. C'était un samedi soir.
Laurent avait invité quelques collègues, le salon était lumineux, des verres vifs, des rires contrôlés. On sentait le prestige bien réglé. On m'avait informé la veille. Restez disponible, il pourrait y avoir des moments où l'enfant se réveillera. J'ai accepté, j'ai préparé un coin dans la chambre et je suis resté prêt, presque invisible. À minuit, Lucas s'est mis à pleurer, un pleur aigu qui montait et qui ne descendait pas. J'ai pris le bavoir, je me suis levé et, comme une habitude, j'ai essayé de le bercer. Mais la maison semblait avoir créé des circuits d'indifférence. Les adultes continuaient de parler comme s'il était normal que l'enfant gémît. Laurent m'a lancé un regard, pas méchant, mais calculateur. « Vous savez quoi faire », a-t-il dit, et sa phrase avait la froideur d'un règlement. Je suis resté dans l'embrasure de la porte, le cœur battant. À côté de moi, la table brillait de verres et d'argenterie, et la musique couvrait le pleur, comme si la fête pouvait enterrer la nécessité. Je me sentais embarrassé de déranger, honteuse de prendre Léon, son surnom dans l'intimité du salon, alors qu'on fêtait quelque chose. J'ai appris à mesurer mon propre sentiment entre la honte de déranger et l'urgence de répondre. Cet arbitraire m'a glacé, l'enfant pleurait et nous pesions l'ennui social contre la détresse d'un bébé. C'était là une première claque morale. Les soirées se répétaient. Parfois, lorsque la maison était pleine, on me confiait plus de tâches sans discussion. D'autres fois, on me regardait comme l'ombre logistique qui permettait aux adultes de poursuivre leur vie. « Si vous êtes là, vous pouvez vous en occuper », entendais-je souvent. Les phrases, dans leur neutralité, contenaient une quantité de responsabilités non négociées. Je commençais à comprendre pourquoi tant de filles partaient si vite. Ce n'était pas seulement le bain à 5 heures du matin, ni la rémunération moindre qu'elles espéraient. C'était la sensation que leur travail n'était pas reconnu comme un travail complet, digne de salaire et d'échange humain. C'était la manière dont leur présence devenait une commodité plutôt qu'une relation. Et puis il y avait la solitude. Vivre sous le même toit que gens qui ne vous choisissent pas d'égal à égal isole. Dans ces premières semaines, j'ai tenu un petit journal. J'y notais les heures, les humeurs, les remarques. Écrire m'aidait à circonscrire la confusion. J'y ai mis des listes de choses concrètes. 1. Arriver 10 minutes avant la tétée. 2. Vérifier la température. 3. Ne pas répondre aux commentaires sur mon accent. C'était mécanique mais nécessaire. J'avais l'impression d'apprendre un nouveau métier où les règles sociales étaient plus difficiles à décrypter que les gestes techniques. Un soir, en rentrant d'une promenade, j'ai surpris une conversation entre Laurent et sa sœur qui venaient dîner. Ils parlaient doucement, mais je pouvais entendre des fragments. « C'est ce que j'ai toujours dit », disait-elle. « On ne peut pas se permettre d'avoir des gens qui prennent leurs aises. » Cette phrase m'a cloué. Elle n'était pas méchante au sens direct, elle exprimait une philosophie. Pour eux, la maison devait rester une forteresse où tout était contrôlé. Les personnes qui entraient y entraient selon des règles, pas pour en faire partie. J'ai senti alors le fossé. D'un côté, la sécurité du statut, de l'autre, la précarité de ceux qui offrent leur force et leur attention. Malgré tout, il y avait des instants de grâce. Le bébé souriant sans raison, un éclat de rire échappé au mauvais moment, une petite main qui attrapait mon doigt. Ces moments me ravissaient. Ils me rappelaient pourquoi je m'étais engagé à rester un peu plus. La tendresse est une ressource qui sauve, et elle transformait la confusion en quelque chose de fort. Je commençais à tisser ma propre place, même fragile. Je chantais des berceuses en portugais, et parfois Lucas fermait les yeux comme si la mélodie lui disait quelque chose d'ancien. J'ai pensé à ma mère, qui chantait pour moi quand j'étais petite, et j'ai pleuré, sans bruit. Puis il y a eu la première vraie confrontation. Ce n'était pas un cri, ni une dispute, mais un moment où j'ai dit non. C'était un mardi matin, et Laurent m'a demandé d'un ton bref de rester toute la journée sans interruption parce qu'il avait une réunion importante. La réunion n'était pas une urgence familiale, c'était un dîner d'affaires déplacé. J'avais prévu d'aller à la préfecture pour avancer mes papiers, j'avais prévu de rencontrer une amie qui m'aidait à chercher des cours de français. J'ai pris une inspiration et j'ai dit « Je ne peux pas rester toute la journée, monsieur, j'ai un rendez-vous ». Ma voix tremblait, mais j'ai tenu bon. Le silence qui a suivi pesait. Il y eut un test-regard. Puis Laurent a répondu d'un ton glacé « Nous comptons sur vous pour être flexible ». Il n'y eut pas d'insulte, seulement une froideur professionnelle. Mais sa phrase me rappelait que ma position dépendait d'un équilibre instable. Ma présence était convertible en service selon leurs besoins.
J'ai senti la rage et la peur, deux forces qui se disputaient en moi. J'ai choisi la peur pour cette fois-là. Je lui ai proposé un compromis et je suis parti pour la préfecture. Sur le chemin, j'ai eu envie de crier, mais j'ai gardé le silence car je savais que ma colère ne changerait rien tout de suite. Ce soir-là, avant de me coucher, j'ai repensé à une phrase qu'un ami m'avait dite à Rio. Ce sont les petites choses qui disent la vérité sur une maison. J'ai compris ce que la phrase voulait dire. Les vérités d'un foyer ne surgissent pas toujours dans les disputes spectaculaires, mais dans la répétition des petites choses, les réveils, les regards, les échanges minimaux. Et ces petites choses accumulées peuvent décider d'un départ ou d'un maintien. Alors, je suis resté. Pas forcément parce que j'avais un plan héroïque, mais parce que je voulais comprendre. Comprendre pourquoi elle partait toute si vite. Comprendre ce que mes yeux ne voyaient pas tout de suite. Et parce que je sentais, malgré les murs et les règles, que quelque chose de fragile se jouait entre le bébé et moi. Mais la curiosité ne suffit pas à émousser la fatigue. La nuit où tout a basculé, je le sentais, même si je n'en savais rien encore, commençait comme tant d'autres. La maison était plus silencieuse qu'à l'habitude, comme si chacun économisait ses forces pour demain. Je me suis couché tôt, parce que le lendemain promettait d'être long. À minuit, on a entendu un bruit léger, comme un souffle. Puis un pleur, d'abord lointain, puis plus proche. Mon cœur s'est mis à courir. Je suis allé vers la chambre du bébé, et là, j'ai découvert quelque chose que je n'expliquerai pas tout de suite. Je me suis arrêté dans le couloir juste avant d'entrer. La porte donnait sur le salon où, derrière la baie vitrée, la fête semblait terminée. La lampe de la cuisine était allumée, quelqu'un avait laissé un reste de lumière pour la nuit. Le pleur s'amplifiait. Je pouvais, à ce moment précis, revenir en arrière avec le prétexte du sommeil, me dire que ce n'était pas mon rôle de déranger, ou aller voir. J'ai senti mes mains devenir moites, et pour la première fois depuis mon arrivée, je me suis demandé si j'allais, comme les autres, compter combien de jours je tiendrais. Si vous voulez savoir comment j'ai réagi ce soir-là, restez. Si cette histoire vous touche, abonnez-vous pour la suite, où je vous raconterai ce qu'il s'est passé cette nuit et pourquoi rien n'a été simple après. Je pousse la porte sans bruit. L'obscurité de la chambre est douce, comme un voile qui protège quelque chose de fragile. La faible lueur de la veilleuse dessine des ombres sur les jouets et fait briller les bouclettes du bébé. Luquin pleure encore, petit gémissement qui monte et descend. Et là, au berceau, il n'y a pas la silhouette attendue d'une jeune femme que j'aurais prise pour sa nourrice. Il y a Martha, assise, son manteau accroché négligemment sur le dossier, un torchon autour du cou comme pour essuyer ses mains, et une expression sur le visage qui n'appartient à aucune règle de la maison, une tendresse simple, presque agressivement humaine. Elle ne se lève pas quand j'entre, elle sourit de cette manière lente qui fait croire qu'elle connaît un secret que la maison ignore. Elle tient le bébé contre sa poitrine, le berce, comme si elle lui racontait une histoire déjà entendue 100 fois, et lui passe au visage le souffle qui apaise. Le biberon n'est pas celui de la marque chère de la cuisine, c'est un petit verre pratique, réchauffé doucement. Elle me regarde, et j'ai l'impression que je l'ai trouvé au milieu d'un rite ancien. « Chut, petit trésor », dit-elle, dans un français qui n'a pas l'accent des lycées parisiens, ni la fermeté des consignes sociales. Sa voix a la couleur du bois poli. Elle m'invite d'un geste à approcher sans rougir. « Tu es arrivé tard », ajoute-t-elle, comme si nous partagions un privilège. Je m'approche, les jambes encore tremblantes, la honte d'avoir hésité me ronge. Martha ne me juge pas. Elle me tend le bébé comme si elle me remettait une responsabilité sacrée. « Tiens », murmure-t-elle, « le contact de la peau du nourrisson est chaud et réel. Son odeur d'enfance m'enveloppe et la peur qui avait serré ma gorge s'atténue. Je sens alors quelque chose que je n'avais pas ressenti dans la maison jusqu'à présent, la reconnaissance silencieuse de notre métier, l'évidence que donner du soin est une chose sérieuse et que l'on doit le faire sans le transformer en spectacle. Nous restons ainsi quelques minutes, simples, sans paroles inutiles. Au salon, derrière la baie vitrée, on entend un léger mouvement, quelqu'un qui range, qui rit encore un peu, comme si la fête n'avait pas entièrement pris fin. Mais ici, dans la chambre, le monde réduit sa voix. Martha me parle doucement, me raconte qu'elle a entendu Lucas pleurer, qu'elle est passée pour vérifier quand le petit bruit est devenu insupportable. « Les gens n'entendent pas quand les enfants appellent, dit-elle. Ou ils entendent ce qu'ils veulent, ils évaluent l'effort nécessaire. » Je la regarde et je me sens coupable à plusieurs niveaux.
coupable d'avoir accepté la logique qui nous rend invisibles, coupable de ne pas avoir dit plus tôt que je pouvais et devais agir. Mais sa présence me montre autre chose. La maison n'est pas seulement froide parce que ceux qui y vivent sont méchants, elle est froide aussi parce que les codes qui la régissent ont gelé la compassion. Martha, qui a connu la fatigue et la joie en dehors des murs, semble garder un peu de chaleur pour tous ceux qui entrent en silence. La nuit file. Je prends la relève à un moment, j'essaie la technique que Martha m'a montrée, ce petit mouvement du bassin, cette façon de parler en voix presque inaudible, et Lucas s'apaise. Avant l'aube, nous sommes deux silhouettes veillant sur la respiration du bébé. Martha fume une cigarette sur le balcon et revient avec le regard un peu moins lourd. Elle m'explique en quelques mots laconiques qu'elle a travaillé pour la famille depuis longtemps, qu'elle a vu des au pairs venir et partir, qu'elle a appris les gestes qui font qu'un enfant se sent moins seul. Je l'écoute comme si on me donnait un manuel de survie. Elle ne s'étend pas sur sa vie personnelle, mais je comprends assez vite que son expérience a des racines plus profondes que la simple pratique. Elle connaît la précarité, elle sait ce que signifie que l'humiliation se glisse sous forme de sourire. Ce matin-là, quand Jeanne rentre, on sent tout de suite la différence. Elle franchit la porte comme on entre dans une salle d'audience, bronzée, pressée, son sac d'ordinateur sous le bras. Elle salue brièvement, d'ordre du jour non négociable. Quand elle voit Lucas dans mes bras, son visage se fend d'un soulagement mécanique. « Merci », dit-elle, sans s'arrêter. Ces mots ont l'efficacité d'un feuillet administratif. Laurent, qui est au téléphone, coupe et nous jette un regard en biais, mais il n'y a pas d'hostilité directe. Pourtant, entre nous tous, il flotte une sorte de malaise. La maison a connu une intervention silencieuse qui la déconcerte. Je vis ces moments avec une étrange ambivalence. Joie contenue de voir que le bébé n'a pas été laissé à l'indifférence, remords pour les autres au pairs, colère qui vient et repart. Je me surprends à penser aux filles qui sont parties au bout de quelques jours. Ont-elles connu une nuit comme celle-ci? Ont-elles croisé Martha qui aurait tendu la main? Ou sont-elles parties avant même d'apprendre les gestes qui humanisent le travail? Les semaines suivantes, les choses se tissent différemment. Martha devient une alliée inattendue. Elle m'offre des conseils pratiques, comment préparer un biberon plus efficace, comment lire les signaux subtils d'un bébé, mais aussi comment tenir face au regard condescendant. Ils ont une peur, me dit-elle un après-midi en enfilant ses gants pour nettoyer la terrasse. Peur de perdre ce que le monde leur a donné. Ils pensent que la maison est une scène, pas un lieu. Ils oublient que dedans, il y a des vies. Elle me dit aussi, sans complaisance, qu'elle a été payée moins que ce qu'elle méritait, qu'elle a sauvé des situations sans reconnaissance. Sa parole n'est pas de la plainte, c'est une constatation tempérée d'un savoir. Dans cette transformation douce, je commence à me sentir plus forte. Je fixe des règles à moi-même, temps pour apprendre le français, rendez-vous administratif à respecter, minutes de promenade quotidienne. Mais le travail réel reste le même, être disponible pour Lucas, simple et concret. Les tâches se succèdent, bain du soir, préparation des repas, suivi des rendez-vous médicaux. À chaque fois que je fais quelque chose, je me demande si ce geste est reconnu comme travail ou réduit à un service gratuit que l'on espère. Cette question m'accompagne comme un signal. C'est aussi dans ces semaines que la maison révèle ses fissures au grand jour. Un matin d'octobre, un article paraît dans le journal local. La société dont Laurent est l'un des cadres est mise en cause dans une affaire de contrat manqué. Rien de spectaculaire, pas un crime, mais une erreur de jugement qui lui coûte un projet important. Il ne s'agit pas d'un vol ni d'un scandale moral à sensation, mais la conséquence est concrète. Des collègues critiquent sa gestion et un client se retire. Pour lui, homme pour qui l'image compte, la chute est personnelle. Il n'y a pas de manifestation publique dans la rue, juste des regards plus durs lors des réunions. Pour la première fois, je vois Laurent chanceler. Il rentre à la maison tard, la mâchoire serrée, et le soir, il relit des mails, comme si ceux-ci étaient des sentences. La tension s'installe. Laurent devient plus exigeant, plus précis dans ses remarques. Il multiplie les demandes, cherchera des signes de laisser-aller partout. Jeanne, plus silencieuse, rentre encore moins, absorbée par sa propre défense professionnelle. Les autres employés sentent l'atmosphère changer. On parle à voix basse, on craint plus souvent le ton sec derrière une phrase prétendument neutre. J'ai l'impression que la maison se referme sur elle-même, qu'elle se quadrille d'une stricte défense contre l'extérieur. Un soir, après une dispute mal expliquée autour de la table, on a entendu des éclats que je n'ai pas compris, mais où je me suis senti exclu, je me couche plus déterminé que jamais.
Les petites injustices ne cessent pas. On m'appelle parfois pour des tâches supplémentaires qui n'étaient pas convenues. La flexibilité est devenue un cheval de Troie. Je commence à noter avec plus de précision. Heures de travail, pause, tâches demandées, jours off. Ces traces sont pour moi comme pour un médecin qui veut garder un dossier juste au cas où. Puis, il y a la nuit où tout change vraiment. Ce n'est pas un événement spectaculaire, pas d'accident ni de décompensation. La maison connaît simplement une petite rupture de rythme. Lucas a de la fièvre, Jeanne est partie en urgence pour un déplacement professionnel, Laurent a été retenu à Paris pour des réunions. La situation l'oblige à admettre publiquement qu'il a besoin d'aide. Martha et moi restons, organisons, nous relayons. Mais le jour suivant, un invité surprend une scène qui ne devait pas être partagée. Lors d'un déjeuner, un collègue de Laurent, ému par l'attention visible que Martha et moi portons à Lucas, laisse échapper une remarque pas méchante mais humaine. « Vous êtes formidables, vous deux. Sans vous, je ne sais pas ce que la maison ferait. » La phrase circule. Pour la première fois, la valeur de notre travail est dite à voix haute, non pas par la famille qui nous emploie, mais par l'extérieur, un témoin qui n'appartient pas à l'échiquier intime. Cette remarque se répand comme une petite onde. On pourrait croire qu'elle n'a pas d'effet, mais pour Laurent est un miroir qu'il ne peut ignorer. Il s'enferme dans son bureau, relit ses mails, puis sort pour nous parler. Ce face-à-face n'est pas celui qu'on imagine dans les drames faciles. Il n'y a pas d'oraison funèbre, pas d'aveu tonitruant. Il y a une conversation maladroite, pleine d'hésitation, où il tente de comprendre son propre malaise. « Je n'avais pas réalisé, dit-il d'abord, sans se regarder. Vous faites un travail... » Sa phrase reste en suspens. On sent chez lui quelque chose comme la surprise d'un homme découvrant qu'il existe une réalité qui échappe à ses tableaux Excel. Il avoue avoir été distrait, avoir pris pour acquis ce qu'il avait, et il ne sait pas bien comment réparer. Je pourrais, et beaucoup l'auraient fait, lui imposer une liste d'exigences sur l'instant, mais la stratégie de confrontation frontale pure est rarement efficace. Je choisis une autre voie. Je propose une réunion avec lui et Jeanne, une discussion claire sur les heures, les tâches et surtout la reconnaissance. Je viens avec mes notes, je viens avec des propositions. Nous parlons en termes concrets, clairement définis, des plages horaires pour la garde, une compensation pour les heures supplémentaires et le respect des temps de repos. Je veux qu'il cesse de dire « soyez flexible » comme une excuse pour effacer nos vies. La conversation n'est pas simple, l'orgueil résiste. Jeanne, d'abord sur la défensive, craint une perte de contrôle. « Nous avons toujours géré ainsi », dit-elle, les yeux brillants d'une fatigue qu'elle tait. « Ce n'est pas qu'on vous sous-estime, c'est que nous avons un style. » Je comprends sa peur, céder signifierait s'exposer, et pour elle, un foyer exposé est un foyer fragile. Mais je sens aussi chez elle une lassitude qui n'était pas visible au départ, une lassitude liée à une vie qui exige trop de choses à la fois. Nous négocions des jours, puis des gestes symboliques. Laurent finit par proposer quelque chose de concret, un ajustement financier modeste pour les heures au-delà d'un quota, une clarification écrite du rôle d'au-pair et l'engagement de convier Martha à être reconnue publiquement dans le rôle qu'elle a tenu pendant des années. Il n'offre pas tout ce que j'espérais, mais il propose une voie. Il n'y a pas d'éclat de vertu, seulement des ajustements. Il promet aussi, maladroitement, des excuses pour les précédentes au-pairs qui ont souffert, des excuses qu'il faudra peut-être formuler d'une manière plus publique. Je ne me laisse pas convaincre par de jolis mots. Je demande que les accords soient écrits, signés, et que nous ayons un point d'évaluation au bout d'un mois. Ce n'est pas une punition, c'est une façon de rendre visible l'invisible. Jeanne, hésitante, accepte. Nous prenons des notes et convenons d'une date pour officialiser ces changements. Les semaines qui suivent sont un mélange de progrès et de rechute. Il y a des jours où Laurent retombe dans ses habitudes, où il laisse une remarque désobligeante glisser sans y penser. Il y a des jours où Jeanne, stressée, oublie d'être humaine. Et il y a des jours où ils tiennent parole. Ils respectent nos horaires, ils payent une allocation supplémentaire pour des heures précises, et Laurent, devant des amis, prononce un mot public de reconnaissance pour Martha. Ces gestes sont précieux non parce qu'ils effacent le passé, mais parce qu'ils créent une base pour la suite. Pendant ces mois, je pense souvent aux autres au-pairs. Je prends mon courage à deux mains et je contacte certaines d'entre elles, anonymes, souvent trop occupées ou trop embarrassées pour parler.
Elle me raconte des anecdotes. Une autre fille qui n'a pas eu le droit à des jours libres pour un rendez-vous médical, une qui a été traitée comme une chambrière plutôt qu'un échange culturel, une qui s'est sentie humiliée par des sous-entendus racistes. Nous échangeons des messages, nous partageons nos expériences et petit à petit, un réseau se forme, discret mais réel. Nous écrivons aussi quelques lignes que je glisse dans un document que j'appelle « protocole de base ». Heure maximale, repos hebdomadaire, indemnité pour heures supplémentaires, respect de la confidentialité et surtout un engagement moral. Traiter la personne au pair comme une personne d'abord. Un jour, je décide d'inviter 2 anciennes au pair à dîner. Elles acceptent avec prudence, comme on accepte de se montrer à la lumière quand la lumière nous a fait peur auparavant. Elles arrivent, timides, mais fortes par la seule décision d'être là. Lors du repas, on rit et on pleure un peu, on dit des vérités politiques et des banalités du cœur. Parmi elles, une s'appelle Clara. Elle est italienne. Elle me raconte comment elle a été mise à la porte en plein hiver parce qu'un invité ne supportait pas son accent. Une autre, d'origine portugaise, raconte comment on lui avait demandé de s'occuper du jardin en plus du bébé, comme si cela faisait partie du même rôle. Ces témoignages ne sont pas des plaintes qui cherchent vengeance, elles sont des récits qui montrent l'ampleur d'un problème. Avec ces rencontres, je sens mon rôle changer. Je ne suis plus seulement la jeune fille qui apprend à faire des biberons, je deviens une voix qui relie des expériences. J'écris des notes que j'envoie anonymement à une association locale qui travaille avec des travailleurs domestiques. Je leur demande des conseils, des ressources que je pourrais mettre à disposition dans la description d'une vidéo ou d'un blog. Ils me répondent avec générosité, m'envoient des fiches pratiques sur le statut au pair, des informations sur les droits et des contacts d'associations locales. Leur soutien me rassure, mes démarches ne sont pas vaines et peuvent servir d'aide concrète à d'autres. Cette période de transformation ne signifie pas que toute la souffrance a disparu. On ne peut pas gommer des mois, parfois des années, de modes de gestion émotionnelle qui ont tué la dignité. Mais je vois des signes tangibles de réparation. Martha est rappelée lors d'un dîner où Laurent invite sa famille étendue. Il prononce des mots qui ressemblent à un merci devant eux, et cela a une portée qui ne se mesure pas seulement en euros. Jeanne, timidement, commence à inviter quelques personnes de la maison à partager un café le dimanche, un geste minuscule mais symbolique. Les anciennes au pair reçoivent parfois une lettre d'excuse, et bien que cela ne les ramène pas en arrière, c'est une reconnaissance publique qui pèse. Dans tout cela, je dois décider ce que je veux pour moi. Rester signifierait s'engager à transformer la maison de l'intérieur, à travailler comme médiatrice informelle, à accompagner d'autres au pair si elles arrivent. Partir signifierait prendre la parole à l'extérieur, témoigner, alerter et aider d'autres jeunes à ne pas répéter mes erreurs. Ces 2 options portent leurs propres valeurs. La décision n'est pas facile. Je pense à ma mère, à Rio, à la saudade qui me serre le cœur parfois de façon sourde. Je pense aussi à la responsabilité que je sais avoir développée. J'ai appris à parler, à demander, à formaliser des exigences et cela peut servir d'exemple. La fin de mon contrat approche. Nous avons signé quelques ajustements écrits. Il y a une petite somme d'argent qui compense des heures en trop, il y a un accord sur des jours off et nous avons instauré un jour par mois où toute l'équipe domestique se réunit pour échanger. Ces arrangements sont loin d'être parfaits, mais ils existent. Un après-midi, Laurie, une des anciennes au pair que j'ai invitées, me dit « Si tu pars maintenant, tu laisses derrière toi quelque chose qui ne disparaîtra pas vite. » Ces mots me prennent au cœur. Finalement, j'opte pour une voie qui me semble juste. Je décide de rester encore quelques mois, pas par obligation, mais parce que je veux voir si les changements prennent racine. Je prends par ailleurs l'engagement de documenter mon expérience, de créer un petit guide pour les futurs au pair et d'aider les plus jeunes à repérer les signes d'une mauvaise situation. Je m'inscris aussi dans un atelier de médiation sociale à Nice pour mieux apprendre à poser des limites et à les défendre. Ma vie s'épaissit de nouveaux savoirs et d'un réseau qui m'apprend à transformer la vulnérabilité en force collective. Le temps passe, un été se termine, puis un automne. La maison change à son rythme. Il y a des progrès visibles. Les horaires sont respectés un peu mieux, les petits commentaires désobligeants se font moins fréquents, Martha reçoit une prime ponctuelle pour les services rendus au-delà de ses heures, et nous avons créé une liste de contacts d'urgence que les au pairs peuvent consulter. Mais il y a aussi des moments de tristesse.
Une ancienne au pair me confie qu'un souvenir lui reste amer et qu'elle ne sait pas si elle pardonne. Ces histoires ne nous quittent pas. Elles deviennent des fils dont nous devons tenir la trame avec honnêteté. Un jour, Jeanne m'invite à prendre un café seule. Nous nous asseyons face à face et elle me regarde longtemps. « Tu m'as aidé, dit-elle, presque surprise de l'admettre. » Elle raconte alors quelque chose que je n'avais pas soupçonné, la pression qu'elle ressentait dans son travail, l'angoisse d'être jugée si sa maison devenait trop socialement ouverte. Elle avoue que, parfois, les conventions ont été son refuge contre ses propres peurs. Sa confession n'excuse pas les actes qui m'ont blessé, mais elle l'humanise. Nous partageons un moment fragile où l'on reconnaît que les fautes sont le produit d'un système d'exigence, d'ambition et de peur. C'est dans ces rencontres que je comprends l'une des raisons profondes pour lesquelles tant d'au pairs partent si vite. Ce n'est pas seulement le manque d'argent ou la fatigue physique, c'est l'invisibilisation de leur rôle, le fait qu'on nie leur capacité à être sujet, à demander, à exiger des conditions. Le départ précipité de beaucoup d'entre elles est parfois un acte de survie. Elles choisissent la dignité plutôt que la place mesquine que l'on veut bien leur attribuer. À l'approche de mon départ final, je prends une décision symbolique. Avec l'accord de la famille, j'organise une petite rencontre où quelques anciennes au pair, Martha, la mère et le père et quelques amis proches sont conviés. Ce n'est pas une mise en scène, mais un espace pour dire des choses, des remerciements, des blessures avouées, des propositions pour la suite. Certaines personnes n'assistent pas, d'autres viennent et pleurent. C'est un moment imparfait, plein de maladresse, mais il est vrai. Laurent prononce un court discours où il admet, en des mots simples, qu'il a été aveugle. Il parle de l'importance du travail de care. Il ne se rachète pas par des paroles, mais ses mots sont un commencement. Jeanne lit à voix haute une lettre d'excuse qu'elle a écrite aux anciennes au pair et plusieurs d'entre elles acceptent de reprendre contact timidement. Martha a le droit à une reconnaissance publique pour son rôle et la famille lui offre une prime d'ancienneté. Ces gestes ne réparent pas tout, mais ils témoignent d'une volonté de changer. Le jour où je quitte la villa, je continue d'être ému. Je fais ma valise, je relis mon journal et je marche une dernière fois sur la promenade des Anglais. La mer est la même, immuable, mais je suis différente. J'ai appris des gestes, j'ai tenu ma langue quand il le fallait, et je me suis fait entendre à d'autres moments. J'ai compris que ce qui pousse tant d'au pairs à partir, ce n'est pas seulement l'épuisement physique, mais la manière dont on peut être réduit à un rôle pygmalionesque, utile, mais invisible. On part pour retrouver son visage. En quittant Nice, je prends avec moi des notes, des contacts et la certitude que je veux partager cette histoire. Je commence à écrire un blog pour rassembler des expériences, des conseils pratiques et des ressources locales, associations, adresses de centres de santé, numéros d'aide. Je n'ai pas la prétention de sauver le monde, mais je veux offrir une carte pour ceux qui arrivent, quelques repères pour qu'ils puissent reconnaître les signes d'un foyer où l'on respecte leur personne. Avant de clore ce récit, je veux laisser ici quelques repères pratiques, simples et directs, sans prétendre les substituer aux textes officiels. Informez-vous sur le statut d'au pair avant de partir, ce qu'il implique en termes d'heures de garde et d'allocation. Demandez un accord écrit dès votre arrivée, précisant vos tâches et vos horaires. Conservez des traces, messages, e-mails en cas de conflit. Gardez toujours des contacts externes, associations locales, consulats. Et sachez que refuser une demande excessive n'est pas un manque de gratitude, c'est une défense de votre dignité. Ces conseils ne feront pas disparaître la détresse si vous tombez dans une mauvaise situation, mais ils vous aideront à la repérer et à agir plus tôt. Je termine en revenant au cœur du titre. Pourquoi elle partait si vite? Ce n'est jamais une seule raison. C'est une accumulation d'incidents, de regards, de silences, de petites humiliations qui, ensemble, pèsent davantage qu'un salaire. C'est la sensation d'être utile mais invisible, d'être attendu comme un outil plutôt que regardé comme une personne. Et parfois, c'est la simplicité d'un geste, une main qui prend un bébé, une parole qui reconnaît un effort, qui peut faire la différence entre rester et partir. Je suis parti de Nice quelques mois après mon arrivée, le cœur plein de gratitude, mais aussi de responsabilité. J'ai gardé contact avec Martha, avec quelques anciennes au pair et avec la famille qui a voulu changer.
Je n'idéalise pas la fin, le système reste fragile et des vies continueront à être blessées si l'on ne change pas les habitudes. Mais j'ai foi dans la puissance des petits gestes et des paroles franchement dites. Ils transforment des maisons en lieux où l'on peut respirer. Si mon histoire vous a touché et que vous souhaitez aider ou vous informer, la description de cette vidéo contient des liens utiles vers des associations locales à Nice et des fiches pratiques pour les opères en France. Partagez cette histoire avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Parfois, une voix de plus suffit pour que quelqu'un décide de rester ou de partir au bon moment. Merci d'avoir écouté ce que j'ai vécu. Je repars avec la certitude qu'une maison peut changer, mais seulement si ses habitants acceptent de regarder ce qui se passe dedans.